Vous écoutez Francophone Down Under, le podcast éducation bilingue pour les parents francophones d'Australie et d'ailleurs qui souhaitent que leur enfant conserve la langue française, même en grandissant dans un pays anglophone. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un entretien que j'ai réalisé avec un papa qui voulait que sa fille grandisse en ayant une communauté francophone autour d'elle. Et pour ça, il a créé un groupe de jeux pour réunir les familles francophones locales. Chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous accueillir dans le 2e épisode de 2024 pour vous faire rencontrer Julien, un papa français installé près de Melbourne qui souhaite que sa fille grandisse en parlant français. J'ai connu Julien sur un de ces groupes Facebook dont je vous parle régulièrement, le groupe de parents francophones de Melbourne. C'était il y a 1 an et demi à peu près. Et il a posté une annonce pour décrire son projet, créer un groupe de jeux pour permettre aux enfants d'entendre et pratiquer le français, ainsi que permettre aux parents francophones de créer des relations avec d'autres familles francophones locales. J'ai suivi ces annonces dans le groupe avec intérêt, car je suis une grande fan des groupes de jeux. Et quand j'ai lancé mon podcast, il y a 6 mois, j'ai tout de suite eu envie de rencontrer Julien et de recueillir son témoignage, car son projet correspond tout à fait aux initiatives que je souhaite mettre en avant ici, dans Francophone Down Under. C'est une source d'inspiration pour tous les parents francophones qui se sentent isolés ou qui veulent créer une communauté proche de chez eux. Le jour où on a enregistré, il faisait beau, on avait les fenêtres ouvertes, alors vous entendrez les oiseaux à l'arrière-plan. Et comme on a enregistré en ligne, il y a parfois un petit décalage de son. J'espère que vous ne trouverez pas ça trop gênant pour l'écoute. Allez, je vous laisse en compagnie de Julien. Bonne écoute. Cool, donc ça y est, on est en train d'enregistrer. Julien, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Très contente d'être là aussi. Donc les auditeurs, c'est Julien. Bonjour Sophie et merci de m'interviewer pour ton podcast. Super content d'être là et super content de partager mon petit bout de chemin. Je vous en dirai un peu plus dans mon intro, mais globalement, ça fait un moment que j'essaye d'obtenir une interview avec lui parce qu'il est à la tête d'une initiative qui est géniale. Il a créé son groupe de jeux francophone de toutes pièces. Et j'ai vu sortir ce projet sur Facebook. Il a posté dans un groupe de parents pour prévenir tout le monde. Et puis... Et j'ai vu les posts et ça m'a donné vraiment envie de le rencontrer pour savoir ce qui était derrière ce projet et comment on crée un groupe de jeux aussi pour nos petits francophones. Donc, Julien, déjà je voudrais te demander comment tu es arrivé en Australie. Qu'est-ce que tu fais là ? Alors, je suis arrivé en Australie il y a 20 ans. J'étais en échange universitaire. Et quand je suis arrivé à l'université ici en Australie, à Melbourne, j'ai rencontré quelqu'un qui, maintenant, 20 ans plus tard, est ma femme et avec qui j'ai une enfant qui va faire 5 ans le mois prochain. Voilà. Waouh! Et tu viens d'où dans la francophonie? Ouais, je viens d'Annecy, des Alpes. Pas loin de la Suisse, pour ceux qui connaissent pas trop la France. Et j'ai grandi là-bas. Je suis né à Paris et quand j'avais à peu près 5 ans, mes parents ont déménagé dans les Alpes. Donc, je suis un Savoyard de cœur. D'accord. Donc, de la Savoie à Melbourne. Ouais, ça fait un petit dépaysement. C'est... Surtout que la Savoie, là, doit être, au moment où on enregistre, ils doivent être sous la neige complète. Et nous, aujourd'hui, pour une fois, il fait chaud. Ouais, il fait un peu froid en ce moment, je pense. Et est-ce que je peux te demander ce que tu étudiais à la fac quand t'es arrivé ? Ouais, alors, je suis arrivé en Australie
et j'ai étudié, je faisais une licence de langue étrangère appliquée. Donc, une de mes langues, c'était l'anglais. Et donc, je l'ai appliqué en Australie. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, c'est pas mal si je restais. Et voilà, pendant les 15 premières années, j'ai pas vraiment... je rentrais en France de temps en temps, à peu près tous les 2 ans, tu vois, mais je côtoyais pas vraiment beaucoup de Français. Je m'étais vraiment mis au jus australien. Et quand ma fille est née il y a à peu près 5 ans, ça m'a fait un petit peu comme un déclic, tu vois. Je me suis dit, faut vraiment que je transmette cette langue. Et faut vraiment que je me mette dans un bain dans lequel je suis pas forcément. Parce que ma femme et moi, quand on s'est rencontrés, elle parlait pas français. Oui. Donc elle est australienne et elle parlait anglais et allemand. Et on s'est rencontrés dans un cours d'allemand. C'était ma deuxième langue étrangère. Et elle s'est mise au français. Elle s'est mise au français quand on a commencé à se connaître. Mais tu vois, notre langue commune à nous, c'était l'anglais. Et le français, ça venait pas naturellement. Donc vraiment, seulement depuis que ma fille est née, je me suis dit, il faut que je parle français dans ma vie quotidienne. Et c'est là où j'ai vraiment commencé le chemin pour me remettre à pied dans la communauté française. Ok. Et à la maison, donc, maintenant, vous parlez anglais ou vous parlez français ou allemand d'ailleurs? Ah ouais, c'est une bonne question, ça, tu vois. À la maison, on parle les deux, français et anglais. Et moi, je parle français à ma fille à peu près 70% du temps. Ma femme parle à notre fille à peu près 30% du temps. Donc tu vois, nous deux, ça fait 100%. Entre elle et moi, entre ma femme et moi, on se parle en français de temps en temps, mais la langue principale, c'est quand même toujours l'anglais. Mais quand on veut pas que ma fille comprenne, on se parle en allemand. Et elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette langue? Ouais. Elle me dit, qu'est-ce que vous dites? C'est génial d'avoir, parce que vous avez une langue qu'elle comprend pas. On a une langue secrète, ouais. C'est parce que nous, à la maison, on était obligés d'épeler, mais maintenant, même épeler, ça fonctionne plus. Donc, on est bien embêté quand on veut dire des trucs secrets. Non, c'est cool, ça. Ta femme, j'ai eu l'occasion de la rencontrer au groupe de jeux francophone et elle a un français qui est impeccable. C'est vraiment très impressionnant. Et donc, donc vous parlez à la maison un petit peu des deux. Ouais, on fait vraiment... Vraiment, c'est sincère. Donc ouais, depuis les 5 dernières années, depuis que ma fille est née, j'ai vraiment augmenté mon taux de français avec ma femme. Et à la maison. Et en fait, c'est magique, quoi. Quand ma femme et moi, on se parle en français, ma fille, elle se joint à nous et en français, parce que c'est la langue qu'on est en train de parler. Si on parle en anglais, elle parle en anglais, et en fait, elle nous imite. Et ce que je me dis, c'est que c'est vraiment aux parents à transmettre la langue. C'est pas vraiment aux enfants à faire un effort. C'est les parents ou le père ou la mère, le parent francophone, on va dire, qui doivent faire cet effort de parler cette langue, ou effort entre guillemets, des fois c'est pas forcément un effort. Et parce que les enfants, en fait, ils vont te suivre. Et moi, je vois ça avec ma fille, et je pensais que ma façon d'approcher les choses avant, c'était de me dire, je vais devoir le dire, dis ça en français, ou comment tu dis ça en français, ou parle-moi en français, ou da. Mais en fait, pas du tout. J'essaye de pas faire ça, et j'essaye vraiment de juste de parler français, et si elle comprend pas, ben, je leur explique avec des mots plus simples en
en français. Et en fait, l'effort est pour moi à faire, parce que je sais que je pourrais lui dire en anglais, qu'elle comprendrait tout de suite. Mais c'est à moi de me dire comment est-ce que je peux toujours dire ça en français, transmettre quelque chose, et lui faire gagner quelque chose au passage, quoi. Un petit mot de vocabulaire, une expression, une façon de bien prononcer quelque chose. Oui, ça me fait penser à l'éducation en général, en fait, où par exemple quand tu apprends à un enfant à mettre ses chaussures, hein, et c'est au début, c'est pas facile de mettre ses chaussures pour un petit enfant, mais si tu as la patience de le laisser faire, et il va finir par y arriver tout seul. Et en fait, c'est un peu ce que tu fais avec le français. Tu as la patience de réexpliquer, de prendre le temps, même si c'est un peu plus long, mais comme ça, elle grandit et elle apprend, en fait. C'est ce qui se passe. C'est ça. Et le truc que je me dis, le truc à se dire, c'est qu'en fait, c'est aux parents, à la personne francophone dans ce cas, à faire un effort. Les enfants, ils font pas vraiment des efforts, ils te suivent, quoi. C'est ce que j'ai remarqué. Oui, les enfants, de toute façon, ils sont des enfants, ils sont là ils apprennent, ils vivent, ils sont pas en train de réfléchir s'ils vont nous embêter ou pas. Ils vont suivre, effectivement. Effectivement, ça vient du parent, quoi. C'est ton projet et tu le portes et avec patience avec elle. Et donc, oui, tu disais que t'avais pas vraiment d'amis français ou francophones avant la naissance de ta fille. Et quand elle est née, tu as eu envie de lui transmettre le français, et ça a créé chez toi une envie de te reconnecter avec la communauté aussi? Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant qu'elle soit née, je connaissais quelques Français, mais qui sont souvent de passage en Australie, tu vois, c'est backpackers, etc. Des familles qui s'établissent et qui désirent rester en Australie plus d'1 an ou 2, il y en a pas tellement, et surtout pas trop là où je vis, je suis un petit peu pas au centre de Melbourne, on va dire. Donc il y avait pas vraiment de relations qui pouvaient se former. Mais quand elle est née, en fait, c'est l'idée du groupe que je vais te raconter, c'est que la façon dont j'ai commencé à lui parler français, c'est en jouant avec. J'ai joué avec, parce que je trouvais ça, au départ, je trouvais ça difficile de lui parler en français, même quand elle était bébé, qu'elle me répondait pas trop. Mais commencer à jouer avec en français, ça a été beaucoup plus naturel pour moi et beaucoup plus facile, et c'est un moment de connexion pour elle, c'est un moment qu'elle aime, qu'elle adore, et ce que j'ai fait ensuite, c'est vraiment essayer de trouver de plus en plus de moments comme ça, par exemple l'heure du pain, lire en français, une petite histoire avant de dormir. Et comme ça a étendu son vocabulaire. Mais en fait, l'idée de jouer avec un enfant et de transmettre la langue par ce mode, c'est ce qui a amené à se dire, bah tiens, si on crée un groupe de jeu, parce que c'est quand même, c'est basé sur cette idée de créer un moment, une expérience positive, et parler cette langue, et donc une association positive. Quand elle parle français, c'est bien, c'est cool, on va jouer, on va faire quelque chose. Et donc avec le groupe de jeu, cette idée c'est vraiment développé de la maison. On a étendu ça en dehors de la maison, et donc la façon dont on a commencé, si tu veux tout savoir,
c'est que ma fille était... Ben, je veux tout savoir. Tu sauras tout. Ma fille était dans un groupe de jeu australien, donc en anglais. Et donc, ça se passait super bien. Elle adorait ses copains, copines, machin. Et je me suis dit, bah tiens, si on faisait pas la même chose en français. Et on est allé voir les personnes qui ont organisé ce groupe de jeu. On leur a dit, est-ce que on peut louer la salle et faire exactement la même chose, mais le samedi. Et donc, vu qu'ils nous connaissaient déjà, puisqu'on était des parents, il y avait déjà une confiance qui était établie, et on s'est juste vraiment lancé sur cette idée de recopier exactement ce qu'ils faisaient avec le groupe de jeux anglais, mais le faire en français. Et on avait donc le même local, accès aux jeux que le groupe de jeux australien a. Ils ont des petites tables, des petites chaises, ils ont une cuisine, toilette, salle de bain, table à langer pour les enfants. Ils ont tout déjà sur place, donc on a vraiment juste pris, on a même copié le format en fait, qui était à la fin, il y a une petite histoire, une petite chanson, et merci beaucoup et à la semaine prochaine. Et on a même copié ça, et c'est sauf qu'on l'a fait en français. Et on s'est lancé comme ça. Au départ, on n'était pas vraiment sur Facebook. En fait, on a été voir 2-3 familles qu'on connaissait qui étaient françaises, et on leur a dit, est-ce que vous voulez venir? D'accord. Pour faire un essai. C'était il y a plus d'1 an maintenant. Et on a fait 3 séances d'essai, ça a bien marché, tout le monde s'est bien amusé. Et donc après, on est allé voir les organisateurs du groupe de jeu, on a dit on aimerait bien faire ça de façon plus sérieuse. Et ils nous ont dit aucun problème. Et ils nous ont vraiment aussi beaucoup aidés, faut dire, parce que c'est des gens très sympas, ça, c'est tu vois. Cool. Ouais, bah t'es pas tout seul. Ouais, moi, tu sais, c'est pas forcément des experts ou des spécialistes, mais moi, je suis un parent, je sais pas vraiment comment organiser un groupe de jeu, quoi. Bon, ma femme est enseignante. Exactement. En primaire, donc ça aide beaucoup quand même. Mais c'est pas la même chose, bien sûr. Voilà, si on n'a pas l'expérience des playgroups. Et donc bon, tu commences, tu fais pas forcément des erreurs, mais tu fais pas les choses trop bien, mais c'est pas grave en fait. Tout le monde, il y a beaucoup de bonne volonté, tout le monde veut juste que ça marche. Et donc une fois qu'on a décidé de se lancer, on a mis ça sur Facebook. Ça doit être là où tu nous as vus. Et on a fait ça publiquement en disant bah venez nous rejoindre, venez faire une séance essai, voir si ça vous plaît, voir si c'est à votre goût, et puis si vous voulez venir la semaine ou dans 2 semaines, on fait ça toutes les 2 semaines, et ben pas de problème. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé, ouais. Quand mon fils était petit, moi je suis rentrée dans un bush playgroup, donc un playgroup, un groupe de jeux en extérieur en fait. Et je me suis très vite retrouvée dans le comité organisateur, parce que je me suis très bien entendue avec les personnes sur place. Et effectivement, on était très soutenus. Nous, c'était Playgroup Victoria qui nous aidait. Mais on était très soutenus par Playgroup Victoria sur tout ce qui était structure, organisation, communication. Et c'est très important, ces encadrements, parce que comme tu dis, quand on arrive, on est parents, en plus c'est notre premier, voire notre seul enfant, donc on n'a pas l'habitude de ce genre de choses, et c'est vraiment d'une grande aide, ces structures-là qui nous aident à mettre en place nos rêves pour nos enfants. Tu sais ce qui m'a le plus aidé, Sophie, c'était la personne qui organisait le groupe australien, qui m'a, en fait, elle m'a demandé 2 ou 3 fois, alors comment ça va? Et puis bon, je lui disais, bah au début, ouais, on a eu 4 familles, on a eu 3 familles, oui, ça va, ça s'est bien passé. Et en fait, elle m'a soutenu moralement en me disant,
tu vas voir, ça commence comme ça, mais ça évolue, ça met à peu près 1 an à s'établir, un groupe de jeux comme ça. Elle me disait que elle avait fait le sien pendant 7 ans et qu'il y a des années où elle avait personne, des années où elle avait 2 fois plus de personnes qui voulaient venir qu'elle ne pouvait en accueillir. Et donc ça varie vraiment. Et donc si tu essaies de voir ça sur la durée et tu t'accroches un petit peu, en fait, ça va s'établir et ça va se créer en fait un petit peu tout seul. Oui, c'est tout à fait ça, oui. C'est l'expérience en tout cas que moi j'ai eue. Effectivement, il y a des fois où tu as 20 personnes qui vont venir essayer et que tu reverras plus jamais parce que bon, c'était pas leur truc ou c'était pas les bons jours. Et puis des fois, tu as des gens qui vont venir, qui vont revenir tout le temps. Ça reste un petit groupe. Moi j'ai... oui, quoi, 6-7 ans après, je suis toujours très amie avec le petit noyau de mon Bush Play Group. Mais effectivement, voilà, ça va, ça vient. Il y a des gens qui vont, qui viennent. Il faut s'accrocher un petit peu. Je pense que c'est comme tout dans la vie, c'est pas nécessairement le nombre qui fait le succès ça, en fait, mais plutôt les relations que tu crées à l'intérieur. Ouais. C'est ça. Moi, la raison pour laquelle je continue, c'est qu'à chaque fois qu'on finit une session, je sors du truc, on a tout remballé, je rentre chez moi et j'ai la banane. Tu vois, je suis content. J'ai parlé français pendant 1 heure, 2 heures. Les parents sont vraiment bien amusés, les enfants sont bien défoulés. Ils ont parlé français aussi, ils ont dit quelques mots. Avec les enfants, nos attentes sont pas énormes. On s'attend pas à ce qu'ils se parlent français 100% entre eux tout le temps. On s'attend juste on organise des petits jeux, donc on les fait en français, exactement comme je faisais avec ma fille quand elle était... je le fais toujours d'ailleurs quand je joue avec elle. Et donc c'est comme ça, on introduit du vocabulaire. Alors, peindre, on fait des autocollants, etc. Et les enfants, ils prennent le vocabulaire comme ça quand on fait les petits ateliers. La chose la plus bénéfique pour nous, ou pour ma fille en fait, c'est de voir que le français est parlé en dehors de la maison. Ouais. Et il est parlé par d'autres gens que papa et maman, ou ses cousins sur WhatsApp, ou ses grands-parents. Et il est parlé par d'autres adultes, et d'autres adultes que papa et maman lui parlent en français aussi. Et donc que c'est une langue vivante, c'est une langue qui est utilisée et c'est pas juste la langue de papa, tu vois. Et avoir pour les enfants, avoir ce déclic, je trouve que ou cette réalisation, je trouve que c'est super important et c'est ça qui va, je pense, leur donner le goût ou la normalité, tu vois, de parler français. Oui. J'ai fait une interview, ça me rappelle l'interview que j'ai fait avec Lorraine, qui me disait qu'effectivement, quand son fils était petit, une fois il avait été très gêné que sa mère lui parle en français à la crèche, par exemple, et ça avait passé après avoir fait un séjour en France. Mais voilà, il y a ce sentiment, certains enfants peuvent se dire qu'est-ce que c'est pas comme tout le monde, c'est pas normal. Et d'avoir cette normalisation, de voir qu'il y a d'autres personnes qui le parlent, effectivement, ça rend c'est plus facile d'accepter. Et c'est vrai qu'en plus, comme vous passez par le jeu, et il y a tellement une bonne atmosphère dans ce groupe que forcément l'expérience est positive et ça crée un attachement positif à la langue. Ça raccroche la langue à des beaux souvenirs. Donc, c'est ça. C'est l'idée. Un beau cocktail. Voilà. En résumé, merci. Très bien dit. Et merci. Mais toi, c'est très bien développé aussi. Bah oui, je pense que tu m'as expliqué concrètement comment tu avais créé le groupe. Et est-ce que aujourd'hui, après un petit peu plus d'1 an, est-ce que tu as un meilleur souvenir, par exemple, du groupe ? Ouais, on a plein de super bons souvenirs parce que, comme je te disais, les enfants, ils aiment bien jouer, mais en fait, ils n'ont pas besoin de langue trop forcément, les enfants, pour jouer. Tu mets 2 gosses ensemble, ils trouvent qu'ils parlent pas la même langue, ils vont quand même jouer.
tu mets deux adultes ensemble qui parlent pas la même langue, ils vont pas se parler, tu vois. C'est ça que je trouve magique avec ça les va enfants. être compliqué. C'est sûr. Mais alors pour les adultes, vu que il y a des francophones, et je dis il y a des Français évidemment, mais il y a aussi des Australiens qui parlent français, qui parlent super bien français, qui ont pris ça à l'école et qui ont des niveaux incroyables. On a un petit test pour les nouveaux arrivants, c'est de dire qui est français et qui ne l'est pas, parce que des fois c'est trop bluffant qui est français. Ben il y a c'est incroyable. Et il y a des personnes, il y a des Suisses. On a quelqu'un qui était belge. C'est la grande famille francophone, on va dire. Et avec les parents, donc on s'entend super bien. Et tous les trimestres, on fait des petits repas. Et donc, tu vois, tu parles de quels sont les meilleurs souvenirs. Et ben, en juillet, c'était pour le 14 juillet d'ailleurs, on a fait une raclette. Et donc, on a trouvé deux machines à raclette et du fromage, évidemment. Et tout le monde a apporté deux, trois choses. Tout le monde a participé. Et on s'est fait une grosse raclette pour... bon, c'était à l'occasion du 14 juillet, mais c'est tombé bien parce qu'il faisait bien froid ce jour-là. Et on était tous heureux et contents d'être là et de faire un truc un petit peu français, parce que ça nous manque à tous de faire des trucs que tu ferais peut-être d'habitude avec ta famille mais que t'as pas l'occasion de faire, tu vois, des grosses bouffes, des trucs comme ça. Voilà, la double banane, là, tu vois, quand on était trop content d'avoir fait ça. Et donc, on a tellement aimé qu'on fait ça, on va faire ça tous les trimestres maintenant. Une fois par trimestre. Cool. Et en plus, c'est vrai que en francophonie, et pas que en France bien sûr, mais en francophonie en général, la nourriture c'est très important. On a des gastronomies qui sont très différentes, mais très exceptionnelles, et voilà, la culture, la langue, ça passe, la transmission de la langue, ça passe par la transmission de la culture, et la culture francophone, la culture française, c'est la nourriture, entre autres, mais quand même en grande partie. Donc clairement, ça a sa place. Ça a sa place. Tous les prétextes sont bons pour faire une raclette. N'importe quelle excuse. Et j'allais dire, en fait, la bouffe, ça aide à créer des relations, quoi. Oui, on crée des liens clairement autour de la nourriture. Partager un repas, voilà, exactement, partager un repas ensemble, parler ta langue native, ou pas forcément native, mais parler français. De cœur. Ouais, de cœur. Ça crée des moments, des expériences pour lesquelles les gens veulent revenir, tu vois. Si on pouvait faire des bouffes toutes les 2 semaines, on aurait double ou triple le nombre de personnes, je pense. Mais c'est aussi, tu vois, business là-dessous. Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais aussi, tu vois, c'est l'idée qu'on avait, c'est que on a une salle qui est super cool. Elle a une cuisine et elle a tout ce dont on a besoin. Donc, autant l'utiliser au maximum de ce qu'on peut. Et tu vois, moi, j'étais pas super convaincu que ça marcherait trop au début. Je pensais vraiment, on va faire un groupe de jeux. C'est juste jouer. Et puis bon, il y aura 2-3 madeleines pour le goûter, tu vois. Mais en fait, avoir ces repas tous les trimestres, vraiment, ça a donné une nouvelle profondeur au groupe de jeu et permis de tisser des nouveaux liens. Et un des trucs que j'ai remarqué, c'est que les parents entre eux se voient en fait en dehors du groupe français. Et ça, tu vois, ça me réchauffe le cœur, mais c'est énorme parce que en fait, ils se connaissent au groupe et ils ont décidé d'aller
je sais pas, faire du vélo ou sortir avec leurs enfants en dehors du groupe. Et ça me dit qu'en fait, il y a des relations, des vraies relations qui sont créées et qui se développent aussi en dehors du groupe. Et je me dis, ça, tu vois, ça serait pas arrivé sans le groupe. Ça me plaît tellement de voir, tu vois, ça c'est un des trucs pour lequel je me dis le groupe marche bien en fait, parce que il y a des choses qui se passent en dehors du groupe et des relations qui se tissent et qui se développent dans et en dehors du groupe. Oui, effectivement, et c'est la qualité des échanges plutôt que le nombre de personnes qui fait la qualité du groupe. C'est ce que tu disais. Ça. Et s'il y a des vraies relations qui se créent, c'est un beau cadeau que tu fais à la communauté. Ouais, bah c'est juste mettre tu vois, un environnement en place, et puis après les gens ils créent ce qu'ils créent. Mais pour moi, si l'idée du départ c'était je voudrais que ma fille grandisse dans une communauté française, bah, tu vois, c'est un bon développement, parce que si tu as juste un groupe de jeux toutes les 2 semaines, t'as pas vraiment une communauté française. Mais si t'as des gens qui commencent à se voir en dehors et faire des trucs et essayer de grandir un petit peu le truc, ça devient un petit peu plus, ça prend un petit peu plus d'envergure. Ouais. Du groupe de jeu à la communauté, effectivement. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, tu as déjà répondu à presque toute ma liste de questions. Je voulais quand même te demander pourquoi est-ce que c'est important, en fait, pour toi de transmettre le français à ta fille? Qu'est-ce que c'est la raison numéro 1? C'est une super bonne question, Sophie. Et en fait, j'y pense à cette question depuis qu'elle est née. Et pourquoi ça m'importe? Et au début, j'arrivais pas vraiment à formuler une réponse. Mais maintenant, je te dirais que la raison pour laquelle c'est important qu'elle parle français, c'est qu'elle ait ce lien et même, je dirais plus, cette identité française, et que ça fasse partie d'elle. Et ça passe par la langue. C'est difficile de te sentir français ou belge ou suisse si tu parles pas la langue, ou allemand si tu parles pas allemand, tu vois. Oui. Et donc, le fait qu'elle ait cette langue, ça la connecte à son identité française, et encore plus à la partie de sa famille française. Et en fait, ce qui était important pour moi, c'est qu'elle puisse s'exprimer avec ce côté de sa famille française de façon native. Ne pas chercher les mots, ne pas trop comprendre, tu vois. On a tous eu cette expérience quand on arrive en Australie, on comprend rien, ou on comprend la moitié des choses. Tu vois, je voulais que quand elle est en France, en fait, elle comprenne et qu'elle se dise ah ouais, aucun problème, tu vois, et qu'elle puisse communiquer, pas forcément juste avec sa famille, mais avec d'autres personnes, les caissières à Auchan, ou tu vois, avec tout le monde, et qu'elle ait vraiment ce sentiment de oui, c'est normal, c'est moi. Aucun problème. D'appartenir, merci, c'est le mot. Et donc voilà, c'est ça, ce sentiment d'appartenir et d'identité. Et je trouve l'autre argument ou l'autre raison pour laquelle je veux qu'elle parle français, c'est que je trouve que si je le faisais pas, en fait, je la couperais de la possibilité de connaître vraiment, de se sentir vraiment connecté à sa famille française, et ce serait ma faute, quoi. Si elle connaît pas vraiment sa grand-mère, donc ma mère, qu'elle la connaît pas, bah c'est ma faute en fait. Et je trouve que ce serait vraiment un tort que je lui fais, qu'elle ne puisse pas connaître sa famille et son identité si je lui apprends pas la langue. Et donc en fait,
je suis super content. Et le groupe de jeu a vraiment beaucoup aidé à ça. Est-ce que tu penses que quelque chose te manque aujourd'hui pour t'aider à transmettre le français à ta fille? Ouais, tu vois, c'est une question intéressante parce que la première chose qui vient à l'esprit, c'est ah ouais, ce serait bien s'il y avait une école française juste à côté de moi. Et en fait, j'ai réalisé, et j'aimerais bien me poser cette question, j'ai réalisé récemment, j'ai réalisé la différence entre la littératie et la langue. Et donc, le job de passer la langue à l'enfant, c'est aux parents, et c'est pas vraiment à l'école de le faire, à apprendre à parler une langue. L'école, elle apprend les outils de la langue. Et moi, toi et moi, c'est probablement pas comme ça qu'on a appris l'anglais ou l'allemand dans mon cas. On a appris les deux à l'école. Essayer de baragouiner, de parler un petit peu et de comprendre comment ça marche, c'était le job de l'école. Mais en fait, pour parler d'une façon bilingue, l'enfant doit vraiment avoir ça de ses parents, la langue, et puis l'école revient derrière et elle te fait, bon d'accord, c'est pour ça que tu mets un accent aigu au lieu d'un accent grave. Mais de se dire que c'est le job à 100% de l'école de tout faire, bah non, c'est pas du tout. Pas pour l'acquisition de la langue en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui me manque ? En fait, ce serait peut-être encore plus de gens qui parlent français autour de moi pour vraiment passer la langue. Que ma journée, quand je parle dans la journée, je dois parler 10% de français, même pas. Mais si je parlais au moins 50% de français, ou allez, soyons pas si optimistes, mais 20, 25, 40% de français, en plus, et qu'elle m'entendait parler français, ça, c'est ça qui m'aiderait à ce qu'elle apprenne encore mieux le français, tu vois. À lui transmettre mieux. Ouais, c'est d'accord. Alors, je voulais te poser des questions, en fait. Vas-y. Les questions pour toi, c'est quel est le rôle des parents dans l'apprentissage d'une langue ? Les parents, c'est, je pense, dans le cas de nos enfants, en tout cas bilingues, c'est le moteur pour l'apprentissage. C'est, comme tu l'as très bien dit, en fait, c'est les parents qui ont le projet pour l'enfant, pour la famille, de maintenir la deuxième langue. Et donc, c'est à eux de donner les conditions pour arriver à ce but. Mais on peut pas forcer un enfant à faire quoi que ce soit et surtout à parler une langue, en tout cas. On peut forcer un enfant à se brosser les dents, mais voilà, sur le long terme, on peut pas forcer un enfant à parler le français s'il a décidé qu'il allait pas le parler. Tu parles donc, de motivation interne versus motivation externe. C'est ça dont tu parles ? Voilà. Les parents, les parents sont là pour apporter la langue, la nourrir, mais c'est l'enfant qui décide à la fin de la journée s'il va l'apprendre et l'utiliser, la langue. Et justement, effectivement, il faut lui donner des motivations internes pour avoir envie de parler la langue. Donc, il faut lui donner des bonnes raisons. Et être entouré de personnes qui parlent uniquement le français, c'est justement une très bonne raison de parler le français, parce que sinon, on peut pas se faire comprendre. C'est quoi les motivations que tu as ? Donc, moi, je t'ai dit, j'essaye de faire passer ça par le jeu principalement. Comment tu fais, toi ? Nous, c'était, quand il était petit, beaucoup les livres. On est une grosse famille de livres. On n'a pas assez d'étagères pour les mettre. Donc, les livres, beaucoup, on lisait beaucoup de livres. Et ce que je faisais, c'est qu'on empruntait des livres à la bibliothèque. Mais je les lisais, je les traduisais en français. Simultanément, ouais. J'ai fait ça aussi. Voilà. Maintenant, elle sait quels livres sont en anglais et quels livres sont en français. Et si je commence à le lire en français et que c'est en anglais, elle me fait « Non, papa, read it in English !»
Ouais, il y a un moment où on peut plus tricher, mais il faut espérer d'avoir pris un peu d'avance à ce moment-là. Et donc ouais, nous c'était beaucoup les livres. Et puis c'est vrai que mon partenaire est français, lui aussi. Donc finalement, le français c'est notre langue à la maison. Et pour le coup, c'était une évidence en fait. On s'est même pas posé la question de savoir si on allait parler en anglais à partir du moment où on était dans un contexte anglophone. En fait, je suis pas sûr que ce soit si commun que ça, Sophie, parce qu'il y a beaucoup de migrants, immigrants. Et je sais pas si tu te considères comme une immigrant ou immigrante ou autre. Complètement, oui. Moi aussi. Beaucoup plus qu'une expat, bien sûr. Voilà, moi je suis pas expatrié parce que j'ai choisi de venir vivre ici. Mais il y a beaucoup d'histoires de migrants qui décident de venir dans le pays et de parler uniquement cette langue et de la parler avec leurs enfants aussi. Et je vois ma femme qui, par exemple, a des parents d'origine étrangère non australiens. Ils parlaient anglais à leurs enfants et entre eux, même si c'est pas leur langue native. Natale. Et c'est vrai, ouais. Et non, c'est vrai, et c'est d'une part extrêmement triste, et d'autre part, j'espère, en train de changer, mais effectivement, il y a, je crois, deux choses à ce propos. D'une part, c'est vrai que le français est considéré comme une langue comme une langue bien à apprendre. C'est une langue qui a un halo de luxe, de culture. Donc, parler français, c'est pas perçu comme une tare. Et malheureusement, il y a des langues où on dit aux gens qui parlent ces langues, votre langue, elle est toute pourrie parce que de toute façon, votre pays, il est tout pourri. Parler anglais, ce sera bien mieux pour vous. Ouais, et ça, ouais. Et donc c'est à la fois supériorité coloniale, ouais. Voilà. Et c'est tellement triste hein, pour ces familles qui se sont senties complètement déracinées, qui pouvaient pas parler leur langue, qui ont perdu leur langue et qui ont perdu leurs racines avec. Mais c'est en train de changer. Alors en Australie, je sais qu'il y a quand même aujourd'hui un intérêt pour les langues et pour toutes les langues. Alors c'est pas partout dans tous les états. Si on habite à la campagne, peut-être c'est moins que si on habite en ville, bien sûr. Mais globalement, quand même, on a tendance maintenant à considérer que parler plusieurs langues, peu importe quelle langue, c'est un atout, une richesse pour les enfants, pour leur famille et pour la communauté autour. Donc on n'a plus tendance à dénigrer les gens qui parlent des langues différentes. Et où en tout cas c'est en train de changer et j'espère que ça va changer très très vite. Et en France, je sais qu'il y a un mouvement de linguistes. Il y a des gens qui étudient la langue, qui étudient les langues et qui disent qu'il faut qu'on arrête de hiérarchiser les langues parce que parler une langue, peu importe laquelle, c'est une richesse. Et que si on coupe les gens de leur langue, on les coupe d'une partie de leur culture, d'une partie de leur façon de voir le monde, et c'est juste pas une bonne chose à faire pour l'humanité en général. Ouais, mais donc, ouais, et c'est vrai que moi je suis arrivée voilà, avec mes gros sabots de française qui parlent français, et ça me serait, enfin, moi, ça m'est pas venu à l'idée de dire je vais arrêter le français parce que l'anglais c'est mieux, parce qu'en fait, on a quand même cette image en grandissant en France que bon, bah, vrai ou pas, et qu'on cautionne ou pas nécessairement, mais que bon, la France a quand même une certaine prestance. Une valeur, et tu le français vois, participe de cette prestance, voilà. C'est intéressant parce que en fait, c'est une notion vraiment interne et subjective de dire ah ouais, ma langue a de la valeur, je vais la garder et la transmettre, ou non, finalement elle en a pas. Et dans le pays que tu es, peut-être c'est vrai quoi, parce que si tu parles une langue que personne d'autre ne parle, eh ben, c'est comme ça que je me sens avec le français, finalement. Ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur, sauf que, bon, comme tu dis, il y a un côté un petit peu prestige, je parle français, tout ça. Et c'est une langue qui est plus ou moins apprise à l'école aussi.
Ouais, donc c'est peut-être pour ça que ça m'est pas venu à l'idée non plus de dire non, bah, ma fille, je vais pas lui apprendre le français du tout. Parce que c'est pas valable. J'ai toujours pensé que c'était une langue importante à transmettre, mais pas parce que du fait que je trouve que le français c'est magnifique. C'est vraiment du fait que ça la connecte à sa famille et à la culture, à son identité, etc. Ce serait tellement bien que tous les gens de toutes les cultures puissent penser que leur langue, elle est importante, et peu importe quelle est la valeur ou pas, mais elle est importante, elle a de la valeur pour eux parce que c'est leur langue et c'est leur culture qu'ils vont transmettre à leurs enfants, et le reste, on s'en fiche en fait. Tu vois, c'est un petit peu comme ouais. ce dont on parlait juste avant, tu vois, la motivation externe et la motivation interne. Et trouver cette motivation interne de toi-même, de te dire, ouais, il y a quelque chose à passer là. Comme tu disais, une langue, en fait, c'est pas seulement un outil pour communiquer, mais c'est aussi une façon de penser. C'est des expressions, c'est la façon dont tu vois les choses. Il y a les expressions, et c'est une façon de conceptualiser le monde. Et évidemment, connaître une autre façon, donc tu as deux langues, tu as donc deux façons de voir le monde, c'est super avantageux. Aujourd'hui, de nos jours, au travail, on parle de la diversité. Tu vois, bah, t'as ça en toi-même déjà, t'es déjà divers, parce que t'as deux façons de voir le monde, t'as deux langues. C'est un avantage extraordinaire. Tout à fait, ouais. Ça me fait penser aux enfants dans l'école de mon fils. Donc, il y a une école où on apprend le français et l'anglais. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il y a des enfants qui vont dans cette école, qui donc apprennent le français et l'anglais côte à côte à l'école pendant la semaine, mais qui en plus déjà chez eux parlent une ou deux, parfois même 3 langues différentes. Et ces enfants-là, ils en sortiront avec 5 langues. Peut-être un petit mot une petite pensée de la fin. Ouais. En fait, une petite pensée finale, c'est pour les personnes qui écoutent ça et qui se disent ah ouais, c'est peut-être une bonne idée de faire ça, mais tu vois, ça a l'air compliqué, c'est difficile. Ou comment est-ce que je fais pour transmettre quelque chose à mon gamin? En fait, c'est pas si difficile que ça. Faut juste se lancer. Il y a pas mal de personnes qui peuvent t'aider. En fait, il faut juste se bouger, quoi. On parlait de motivation avant. Ouais. On parlait de motivation, c'est je vais faire quelque chose. Et pour moi, c'était le déclic, c'est quand on est allé en France l'année dernière, ma fille a parlé français, a commencé à parler français vraiment super bien, et ça m'a fait un déclic, et ça m'a dit vraiment, faut que je me bouge, et il faut que j'utilise ce qui est en train de se passer là maintenant quand on retourne en Australie. Et c'est là où on a vraiment commencé à mettre les choses en place pour le groupe de jeu. Mais c'était ça, mais en fait, ça aurait pu être autre chose, quoi. Et il faut trouver ce qui va. Mais une chose qui est certaine, c'est que rien ne va se passer si les parents ne font rien. Les enfants, ils vont pas magiquement commencer à parler français, tu vois. Il faut comme on disait au départ, une étincelle, où il faut quelque chose qui commence, je pense, avec les parents. Ça part des parents, ouais. Mais merci, c'était un mot de la fin absolument génial. Merci pour cette discussion, c'était hyper intéressant. Et je pense que les auditeurs auront appris des choses aussi, et peut-être gagné de la motivation en t'écoutant pour lancer eux-mêmes leur truc. Pour, ou un groupe de jeu, faites-en à côté de chez vous, c'est pas mal. Si vous en avez un, on se rejoindra, on se fera un maxi groupe de jeu. Mais il suffit de demander à vos enfants ce qu'ils veulent faire. Ils vont vous dire. Après, voilà, tu fais ça en français.
Exactement, mais voilà, c'est ça. Il faut partir de ce que les enfants veulent faire. Et juste le faire en français. Cool. C'est la recette. Merci beaucoup. De rien, Sophie. Et je voulais dire... voilà. Si les auditeurs veulent nous trouver, voir ce qu'on fait, les façons de nous trouver... Ouais. Donc on a un groupe de jeu à Blackburn, à Melbourne, dans l'est de Melbourne. Et si vous voulez nous rejoindre ou faire une séance d'essai, la meilleure façon de nous trouver, en fait, c'est d'aller sur Facebook. Et je poste régulièrement sur le groupe qui s'appelle Famille française à Melbourne, que la plupart des auditeurs doivent connaître. Et sur ce groupe, il y a mes posts. Et après, vous pouvez me contacter et je vous donne tous les détails de comment nous rejoindre, de venir faire une séance d'essai gratuite. Et si ça vous plaît, vous pourrez vous inscrire après et venir nous rencontrer et voir si vos enfants s'amusent bien et s'ils veulent revenir. Et je mettrai les détails dans la description du podcast. Et on va dire... au revoir à tout le monde. Nous, je pense qu'on va aller se coucher, là. On est cuit. Moi, je suis cuite, en tout cas. Merci, Sophie. Je t'en prie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous sortez de cette conversation remplie d'inspiration, mais aussi d'optimisme pour votre petit bilingue. Je vous mets le nom complet du groupe Facebook dans lequel Julien poste ses annonces dans la description de l'épisode. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via Insta ou par email et je vous mettrai en contact. Dans 2 semaines, je vous parlerai des besoins liés au bilinguisme qui sont uniques pour chaque famille et qui appellent des solutions uniques pour être adaptées à ces besoins. Abonnez-vous au podcast si vous souhaitez ne pas manquer cet épisode. Je vous dis à dans 15 jours. Salut!